Actuellement, bien au-delà de la Terre et de son influence ombragée, un télescope observe silencieusement le cosmos. Depuis son point d'observation lointain et glacial, le télescope spatial James Webb fait plus que simplement enregistrer des images, d'une manière sans précédent pour tout appareil antérieur. Il dévoile progressivement les strates de l'Antiquité universelle. Pendant de nombreuses décennies, les scientifiques des étoiles ont eu la conviction que le cosmos, bien qu'immense, était quantifiable dans ses révélations potentielles. S'étendant sur environ 14 milliards d'années-lumière dans toutes les directions, cette prémisse a commencé à s'effondrer dès l'instant où Webb s'est concentré sur des zones qui semblaient totalement vides. Plutôt que de trouver le vide, il a révélé des galaxies se formant remarquablement tôt, des trous noirs s'étendant plus rapidement que nos théories actuelles ne le prévoient, et des formations massives apparaissant alors que le cosmos aurait dû être encore à son stade naissant. La conséquence la plus inquiétante n'est pas seulement l'étendue de la vision de Webb, c'est ce que ces découvertes suggèrent concernant l'ampleur réelle de la réalité et la proportion du cosmos qui pourrait à jamais nous échapper. Si vous êtes prêts, accompagnez-nous alors que nous révélons les aperçus fournis par le télescope spatial James Webb. À cette occasion, commençons à comprendre les véritables révélations du télescope spatial James Webb. Nous devons abandonner l'une de nos présomptions les plus rassurantes concernant l'existence. L'idée que lorsque nous regardons dans l'espace, nous observons l'univers précisément tel qu'il est à cet instant précis. Dans notre existence quotidienne, la vue semble instantanée, la lumière traverse un espace avec une telle rapidité que votre esprit traite l'observation comme immédiate. L'intervalle séparant un objet de votre reconnaissance de celui-ci est quantifiable en nanosecondes. C'est significativement moins que tout ce que nous percevons ou considérons pertinent. Le cosmos fonctionne indépendamment des dimensions humaines. La lumière se propage à une vitesse invariable, environ 300 000 km par seconde. Aucune entité au sein du cosmos ne dépasse cette vitesse. Une telle vélocité semble ultime, jusqu'à ce que les distances deviennent suffisamment vastes pour transformer même la lumière en un lent transporteur d'informations. Dès l'instant où la lumière quitte un objet, elle commence à transmettre des données historiques. Observer la Lune signifie que vous la percevez telle qu'elle existait 2 secondes plus tôt. Le Soleil est observé dans un état d'il y a 8 minutes. Si le Soleil cessait d'exister à cet instant précis, le ciel continuerait de rayonner de la lumière sans altération pendant 8 minutes complètes depuis le point de vue de notre système solaire. Ces décalages temporels s'étendent sur plusieurs années. L'étoile la plus proche en dehors de notre Soleil est perçue dans un état d'il y a plus de 4 ans. En observant le cœur de la Voie lactée, les astronomes détectent des photons qui ont commencé leur voyage il y a environ 26 millénaires, bien avant l'avènement de l'agriculture ou des chroniques écrites. La distance ne se contente pas de diviser les entités physiques, elle sépare les instances temporelles à mesure que les instruments optiques sondent plus profondément l'espace. Le cosmos cesse de fonctionner comme un simple lieu et commence à opérer comme une séquence chronologique. Les corps célestes proches révèlent le passé immédiat, tandis que les galaxies lointaines dévoilent des époques de développement universel de plus en plus anciennes. Par conséquent, le firmament nocturne n'est pas une représentation en temps réel de la réalité, il constitue plutôt une chronique où chaque point lumineux porte l'empreinte de son heure de départ. Chaque photon individuel sert d'émissaire ayant enduré un long voyage à travers le vide. Plus la distance parcourue est grande, plus les données qu'il transmet sont anciennes. Néanmoins, ces communications ne nous parviennent pas dans leur état original. Le cosmos est en expansion, cela n'est pas dû à la matière se propulsant dans le vide, mais plutôt au tissu de l'espace lui-même qui se distend entre les amas galactiques à travers les éons. Cet agrandissement subtil modifie toutes les entités qui le traversent, cela inclut la lumière, car l'expansion de l'espace provoque l'allongement simultané des longueurs d'onde. Le rayonnement bleu et ultraviolet vigoureux transite vers l'extrémité rouge du spectre, progressant ensuite vers l'infrarouge. Ce phénomène, appelé décalage vers le rouge, n'est pas une illusion d'optique, il représente une quantification tangible de l'expansion de l'univers tout au long de la propagation de la lumière. Le décalage vers le rouge transforme efficacement la lumière en une jauge temporelle. Un allongement plus important de la longueur d'onde signifie une durée de transit de la lumière plus longue, et un point d'émission plus ancien dans la chronologie de l'univers. L'espace et le temps sont intrinsèquement liés. Observer plus loin dans le cosmos, c'est regarder plus loin dans le passé. Pendant une grande partie de l'astronomie moderne, un défi est apparu. Les premiers télescopes étaient principalement conçus pour observer la lumière visible, le spectre limité que notre vision a développé pour percevoir. Des outils comme Hubble ont transformé l'astronomie, révélant des structures et des mouvements complexes au sein des galaxies et nébuleuses proches.
Cependant, à mesure que les scientifiques étendaient leur regard vers la genèse de l'univers, le cosmos semblait devenir moins dense. Ce n'était pas dû au vide, mais plutôt à une transformation de sa lumière. Les premières galaxies sont apparues dans un univers plus chaud et plus compact, émettant une lumière vigoureuse et lumineuse. Pourtant, à mesure que cette lumière traversait un cosmos en expansion, elle s'est étirée bien au-delà du spectre visible. À son arrivée sur Terre, une partie significative de celle-ci s'est manifestée uniquement sous forme d'énergie infrarouge. Ces zones semblaient faibles pour les télescopes conçus pour la lumière visible. Cette obscurité apparente était trompeuse. Ce n'était pas un vide, c'était simplement invisible. Le télescope spatial James Webb a été construit pour percevoir ce que les appareils précédents étaient incapables de détecter. Dès sa conception, Webb a été imaginé comme une installation d'observation infrarouge. Son miroir primaire s'étend sur plus de 6 mètres de diamètre. Composé de segments plaqués or, il a été choisi pour son efficacité à réfléchir le rayonnement infrarouge. Néanmoins, son emplacement revêt une importance égale à ses dimensions. Webb ne tourne pas autour de notre planète, il fonctionne à près d'1 million de miles de distance, positionné à un point gravitationnellement stable, ce qui lui permet de rester constant et imperturbable. Cette séparation permet une fonction cruciale, elle permet au télescope Webb d'atteindre des températures extrêmement basses. Le rayonnement infrarouge a un lien étroit avec l'énergie thermique. Toute entité chaude émet de la lumière infrarouge, même un télescope légèrement chaud masquerait les faibles signaux cosmiques qu'il s'efforce d'observer. Par conséquent, Webb a été conçu pour être thermiquement invisible. Un pare-soleil substantiel et multicouche obstrue la chaleur et l'illumination du Soleil, de la Terre et de la Lune sur son côté ombragé. L'instrument se refroidit à des températures si basses que ses propres émissions structurelles diminuant, ne laissant subsister que les traces subtiles de lumière primordiale et les échos ténus de l'illumination originelle. C'est uniquement dans ce calme que l'univers naissant peut être perçu. Lorsque Webb dirige son regard vers une zone céleste apparemment vide, il ne cherche pas une absence. Il attend patiemment, anticipant des photons qui ont commencé leur voyage il y a des éons. Ces photons, atténués par l'expansion cosmique et diminués par le passage du temps, arrivent progressivement, parfois individuellement. Webb peut scruter le même segment céleste pendant de longues périodes, recueillant avec diligence la lumière primordiale qui a traversé presque l'intégralité du cosmos observable. Chaque photon transmet des données d'un instant unique. Une fois que ces photons sont finalement compilés en une image, le résultat diffère de ce que la cosmologie initiale anticipait. L'univers naissant ne se présente pas comme faible ou délicat. Au lieu de cela, il semble vibrant. Des galaxies se matérialisent là où aucune n'était prévue, et des systèmes stellaires sont déjà en cours de formation. Les configurations se coalescent rapidement. Plutôt qu'une genèse tranquille, Webb révèle un univers qui était en pleine effervescence dès sa toute première origine. Cet aspect est profondément saisissant. Les images capturées par Webb ne sont pas de simples photographies actuelles. Chaque image individuelle représente une vaste tapisserie de temps anciens, composée de lumière qui a pris naissance des éons avant la formation de la Terre, avant que notre Soleil ne commence à briller, et avant que la galaxie de la Voie lactée n'ait pris sa forme actuelle. Des ères entières de développement universel se sont déroulées pendant que cette lumière voyageait à travers l'espace. Quand Webb observe enfin cette lumière, les événements qu'elle relate se sont terminés il y a des lustres. Ces événements sont impossibles à réexaminer ou à modifier, ils persistent uniquement comme des instants figés, capturés en plein voyage. Par conséquent, les astronomes affirment que le télescope spatial James Webb ne se contente pas de scruter des régions lointaines, il observe le passé. La séparation spatiale se transforme en une séquence chronologique. Les objets proches montrent de l'univers tel qu'il était plus récemment, tandis que les corps célestes éloignés révèlent des phases de développement cosmique progressivement plus anciennes, empilées les unes derrière les autres. Néanmoins, même la remarquable capacité d'observation de Webb possède des limites. Aucun instrument ne peut observer au-delà d'une certaine limite, qui est établie non pas par des contraintes technologiques mais par les lois fondamentales de la physique. Cette démarcation est déterminée par la distance maximale que la lumière aurait pu parcourir depuis l'origine du cosmos. Cette région est connue sous le nom d'univers observable. Cette limite particulière ne signifie pas une extrémité spatiale. Plutôt, elle marque l'étendue des données accessibles. L'espace s'étend bien au-delà de ce point. Les galaxies continuent de se former, les étoiles naissent et périssent. Les trous noirs fusionnent. Des récits universels complets se déroulent en dehors de notre perception.
Ce n'est pas dû à une absence d'instruments d'observation, mais parce que l'expansion continue de l'espace empêche leur lumière de nous atteindre. Le télescope James Webb n'a pas découvert la frontière ultime de l'existence. Au lieu de cela, il nous a montré la vaste étendue de la réalité qui reste au-delà de la portée de toute observation possible. Alors que Webb approche de cette frontière, identifiant des galaxies plus anciennes, plus lumineuses et plus nombreuses que prévu, une conséquence plus profonde commence à émerger. Si le cosmos présente déjà une telle richesse et organisation aux confins de notre visibilité, alors l'ampleur réelle de tout ce qui existe doit considérablement dépasser le segment observable que nous habitons. Webb ne se contente pas de compléter des informations manquantes, il démontre que l'univers accessible à notre observation pourrait ne représenter qu'un minuscule et heureux aperçu d'une entité immensément plus grande. Un réservoir de photons, suggérant des récits qui resteront à jamais inconnus. Pendant de nombreuses années, les scientifiques ont eu une vision plutôt conservatrice concernant les périodes initiales de l'univers. Après le Big Bang, le cosmos a connu une expansion rapide, les températures ont diminué, et la matière s'est dispersée de manière presque uniforme. La force gravitationnelle était présente, mais initialement faible, travaillant progressivement à amplifier les minuscules incohérences subsistant au sein de l'univers naissant. Selon ce modèle, l'univers primordial n'était pas vide, mais il était plutôt calme. Le gaz avait besoin d'une période pour se refroidir, les concentrations de matière noire avaient besoin de temps pour se développer suffisamment pour piéger la matière conventionnelle, et les étoiles ont mis des millions d'années à commencer la fusion. Lorsque les galaxies ont finalement émergé, elles devaient être de minuscules, faibles et délicates regroupements d'étoiles, commençant à peine à fusionner, nécessitant des centaines de millions d'années pour se développer pleinement. Cette hypothèse particulière a influencé de nombreuses théories cosmologiques au fil du temps. L'univers naissant était envisagé comme une étape préparatoire prolongée, une lente progression des formes de base vers des structures complexes. Lorsque le télescope spatial James Webb a commencé les observations directes de cette époque, les scientifiques s'attendaient à une corroboration. Cependant, ce qu'ils ont découvert était une divergence. Webb a examiné des périodes de moins d'un demi-milliard d'années après le Big Bang, des moments où le cosmos n'avait atteint qu'une petite fraction de son âge actuel. Dans ces zones, les prédictions théoriques suggéraient de la rareté, une simple dispersion de galaxies faibles à travers un univers majoritairement sombre. Ce que Webb a réellement observé était la profusion. Des galaxies lumineuses sont apparues à plusieurs reprises, non pas comme des exceptions rares, mais comme une tendance constante. Ces structures cosmiques n'étaient pas seulement à peine stables, elles généraient activement des étoiles à des vitesses étonnantes, émettant de la lumière en quantité qui aurait dû prendre beaucoup plus de temps à produire. L'aspect surprenant n'était pas une entité solitaire, c'était leur abondance même. Un certain nombre de ces galaxies naissantes semblaient contenir des centaines de millions, voire des milliards, de masses solaires en contenu stellaire. Selon les théories établies, l'accumulation d'une si vaste quantité de matière aurait dû prendre beaucoup plus de temps que l'âge de l'univers au moment où cette lumière a été émise. Bien que la gravité possède une force immense, ses effets ne sont pas instantanés. La matière gazeuse ne s'effondre pas immédiatement, elle doit perdre de l'énergie et diminuer en température. La matière noire doit subir une condensation. Les halos s'étendent par des fusions et un processus d'accumulation plus graduel. Les étoiles doivent naître et achever leur cycle de vie. Parfois, elles périssent avant de fournir de la matière pour les générations suivantes. Chaque étape entraîne un report. Néanmoins, Webb a observé des galaxies qui donnaient l'impression que de nombreuses étapes de ce type s'étaient déjà produites. Ce qui rendait la découverte encore plus déroutante, n'était pas seulement la luminosité de ces galaxies, mais leur composition chimique apparemment avancée. Webb a identifié des traces spectroscopiques d'éléments tels que le carbone et l'oxygène. De plus, de l'azote a été trouvé dans certains de ces systèmes naissants. Ces éléments particuliers ne sont pas des produits résiduels du Big Bang. Ils sont créés à l'intérieur des étoiles. Le carbone se développe dans les régions centrales des étoiles. L'oxygène provient d'étoiles colossales et se disperse dans le cosmos lors de leur disparition explosive. L'azote nécessite un degré de raffinement encore plus élevé. Leur existence signifie une vérité indéniable. Au moins une génération stellaire antérieure doit déjà être apparue, avoir existé et avoir cessé d'exister, le tout au cours des premières centaines de millions d'années de l'univers. Cela condense drastiquement la chronologie des événements cosmiques. Cela implique que l'univers a accéléré à travers des étapes que nous avions supposé progresser à un rythme tranquille. C'est comme un livre dont les premières sections auraient été ignorées pour arriver au milieu.
Pour comprendre pourquoi cela a profondément perturbé les astronomes, il est utile de l'envisager d'un point de vue de la construction plutôt que d'un point de vue astronomique. La formation d'une galaxie n'est pas un acte solitaire, c'est une progression. On ne peut pas ériger des bâtiments imposants avant que des infrastructures comme les routes ne soient en place. Il est impossible de couler du béton avant que l'acier n'ait été fabriqué. On ne peut pas établir de communauté. Avant l'établissement des fondations, l'univers naissant était censé être en train de les poser. Webb, cependant, a découvert des structures qui étaient déjà entièrement formées. Avec l'accumulation de ces découvertes, les chercheurs ont commencé à appeler informellement le problème « trop de lumière, trop tôt ». Lorsque les astronomes ont calculé la lumière stellaire totale attendue au cours du premier milliard d'années de l'univers, leurs prévisions ont constamment sous-estimé les observations de Webb. Parfois du double, parfois beaucoup plus, ce n'était pas une incohérence mineure qui pouvait être ignorée. Cela indiquait qu'un aspect fondamental des modèles existants pouvait faire défaut. Les chercheurs ont réagi avec prudence, comme à leur habitude. Ils se sont demandé si la luminosité des galaxies avait été mal comprise. La poussière cosmique pourrait-elle influencer les lectures? L'effet de lentilles gravitationnelles pourrait-il amplifier les galaxies lointaines, les faisant paraître plus brillantes et plus substantielles que leur état réel? Ces effets sont réels, et en tenir compte a permis d'atténuer les cas les plus extrêmes, mais ils n'ont pas réussi à éliminer le schéma sous-jacent. À plusieurs reprises, Webb a observé des régions cosmiques distinctes en utilisant divers instruments et longueurs d'onde. À chaque fois, l'univers naissant apparaissait densément peuplé et brillamment éclairé. La formation d'étoiles ne peinait pas à démarrer, elle était florissante. Cela a contraint les astronomes à réévaluer une hypothèse fondamentale, l'efficacité avec laquelle l'univers convertit le gaz en étoiles à l'ère actuelle. Actuellement, la formation d'étoiles est remarquablement inefficace. La majorité du gaz au sein des galaxies ne se transforme jamais en étoile. Au lieu de cela, il est chauffé et agité par la turbulence. Il est soit repoussé par le rayonnement, soit expulsé par les vents stellaires. Seule une petite fraction se condense en de nouveaux soleils. L'univers primitif semble avoir fonctionné selon des principes différents. La densité est une explication potentielle. À ses débuts, le cosmos était plus compact, la matière étant plus densément regroupée. Les nuages de gaz entraient en collision plus fréquemment, augmentant la probabilité d'effondrement. Une autre possibilité était la composition. Les premières générations d'étoiles se sont formées à partir d'hydrogène et d'hélium presque purs. Sans éléments plus lourds pour compliquer le processus de refroidissement, les fusions ont probablement aussi joué un rôle important. Dans l'univers jeune, les galaxies étaient plus proches les unes des autres, et les collisions étaient fréquentes. Lorsque les galaxies fusionnent, le gaz est entraîné vers l'intérieur, comprimé à des densités extrêmes, déclenchant d'intenses explosions de formation d'étoiles. Bien que chacun de ces facteurs aide à expliquer une partie du phénomène, aucun ne l'explique entièrement. Au cœur de nombreuses de ces premières galaxies se trouve une autre énigme qui approfondit le mystère, des trous noirs qui semblent bien trop massifs pour leur âge. Webb a détecté des preuves de trous noirs supermassifs déjà présents lorsque l'univers avait moins de 500 millions d'années. Certains de ces objets possèdent des masses des millions, voire des milliards de fois supérieures à celles du Soleil. Selon les modèles conventionnels, cela devrait être extrêmement difficile. Les trous noirs formés à partir d'étoiles en effondrement commencent petits, généralement avec seulement quelques dizaines de masses solaires. Bien qu'ils puissent s'étendre en consommant la matière environnante, cette croissance est limitée, car, à mesure que la matière tombe, elle chauffe et libère une énergie énorme, produisant un rayonnement qui repousse la matière supplémentaire. Cela établit une limite de croissance naturelle, pourtant Webb continue de trouver des trous noirs primitifs qui semblent avoir dépassé cette limite sans effort. Pour les expliquer, les astronomes ont été contraints d'envisager des scénarios autrefois jugés exotiques. Peut-être que certains trous noirs se sont formés par l'effondrement direct de nuages de gaz massifs, sautant entièrement la phase stellaire. Peut-être que les premières étoiles étaient considérablement plus massives que celles que nous observons aujourd'hui, s'effondrant en des trous noirs plus grands dès leur formation. Alternativement, l'univers naissant aurait pu simplement permettre une croissance plus rapide. Aucune de ces hypothèses n'a encore été confirmée et aucune ne peut être écartée. Ce qui est clair, c'est que ces trous noirs primordiaux ne sont pas des exceptions rares. Ils apparaissent aux côtés des galaxies lumineuses que Webb découvre constamment, suggérant un lien potentiel entre la formation rapide des galaxies et l'expansion accélérée des trous noirs.
Et cette connexion revêt une grande importance. Ces galaxies naissantes n'existaient pas simplement de manière isolée, leur rayonnement a profondément remodelé l'univers. Leur lumière ultraviolette a ionisé l'hydrogène ambiant, transformant le cosmos d'une brume opaque en un milieu transparent. Leurs supernovae ont dispersé des éléments lourds dans tout l'espace, et leur attraction gravitationnelle a initié la sculpture des structures cosmiques à grande échelle. Si leur formation s'est produite plus tôt et plus rapidement que prévu, alors toute la chronologie du développement cosmique est modifiée. Les phénomènes que l'on croyait auparavant se manifester à un stade ultérieur doivent maintenant être placés plus près de la Genèse. Des mécanismes que l'on pensait autrefois nécessiter un développement prolongé et graduel pourraient plutôt découler d'états initiaux exceptionnellement rudes. De telles découvertes n'impliquent pas que le cosmos défie nos cadres théoriques, elles suggèrent plutôt que nos théories actuelles pourraient encore être incomplètes. Plus le regard de Webb pénètre loin, plus il devient difficile d'ignorer ce phénomène récurrent. Le cosmos naissant ne montre aucun signe d'hésitation ou de lenteur. Son comportement ne ressemble pas à celui d'un projet de construction méticuleusement planifié. Au lieu de cela, il agit comme si la matière avait déferlé. La matière s'est rapidement condensée, et les étoiles ont jailli avec une grande efficacité. Les structures galactiques se sont formées rapidement. Des trous noirs massifs se sont développés simultanément. La complexité s'est manifestée au premier stade, et non plus tard. Cette compréhension a une conséquence significative. Concernant l'immensité du cosmos, si des formations complexes se sont développées avec une telle efficacité près des limites de notre capacité d'observation, alors les zones situées au-delà de ces confins, des territoires à jamais cachés à notre vue, pourraient posséder une abondance, une complexité et une densité de galaxies équivalentes. Le cosmos a progressé sans délai. Et si une construction aussi étendue était déjà en cours si tôt dans notre portée visible, alors l'ampleur réelle de ce qui se trouve au-delà de cette limite devient encore plus difficile à appréhender. Les découvertes de Webb vont au-delà de la simple identification de galaxies plus lumineuses. Il a démontré que la phase initiale de l'univers était considérablement plus vigoureuse que ce qui était précédemment conçu, obligeant à une réévaluation de la vitesse à laquelle l'existence a commencé à s'auto-organiser. Pendant une grande partie du XXe siècle, les astronomes pensaient approcher d'une résolution à l'une des questions les plus profondes de l'humanité, à savoir, le nombre total de galaxies présentes dans le cosmos. La méthodologie était simple en théorie, bien qu'ardue en pratique. Diriger un télescope puissant vers un segment apparemment vide du firmament, énumérer chaque galaxie discernable dans cette zone minuscule, puis présumer que ce segment est typique et extrapoler le compte pour englober l'intégralité des cieux. Lors des efforts d'observation les plus profondes du télescope spatial Hubble. Le résultat s'est avéré stupéfiant, même au sein d'une étendue céleste pas plus grande qu'un seul grain de sable vu à bout de bras. Des myriades de galaxies sont devenues visibles dans ces images capturées. Les cosmologistes ont calculé que le cosmos discernable englobait plusieurs centaines de milliards de galaxies. Ce chiffre était si immense qu'il transmettait à peine une signification tangible. Pendant une longue période, cela est resté la mesure reconnue de la plénitude universelle. Par la suite, le télescope spatial James Webb a scruté une obscurité comparable et a subtilement introduit de nouvelles complexités. Alors que les précédentes photographies en champ profond montraient des vides entre des flous lointains et indistincts, Webb a découvert de subtiles formations empilées les unes derrière les autres. Des communautés entières de galaxies sont apparues, non pas en raison d'une formation récente, mais plutôt parce que leur rayonnement émis s'était décalé vers les spectres infrarouges, indétectables par les instruments antérieurs. Cela représentait non pas un ajustement marginal, mais une amplification significative. Les relevés en champ profond de Webb redéfinissent le concept de régions cosmiques vacantes. Des zones autrefois considérées comme ne contenant qu'une poignée de galaxies faibles se présentent maintenant comme densément peuplées, grouillant d'époques successives de systèmes s'étendant presque jusqu'à la genèse de l'univers. Lors de l'une de ses investigations les plus étendues du ciel profond, Webb a scruté une zone céleste dépassant marginalement la taille combinée de 3 pleines lunes. Accumulant des données sur des centaines d'heures, il a recueilli de subtiles particules de lumière infrarouge, superposant des expositions successives, construisant ainsi une image à partir d'un rayonnement qui avait voyagé pendant des éons. Après l'amalgame des données recueillies, l'ampleur de la révélation s'est avérée stupéfiante, des centaines de milliers de galaxies individuelles. Le champ de vision était peuplé de galaxies, pas d'étoiles individuelles. Chacune d'elles était une métropole stellaire abritant des millions, des milliards, ou parfois des trillions de corps solaires. De nombreux systèmes planétaires existent.
Un nombre considérable d'entre eux ont déjà traversé de multiples cycles de création et d'extinction d'étoiles. Beaucoup sont riches en poussière cosmique et en éléments lourds, formés au cours de vastes périodes de temps. Il s'avère que l'univers n'est pas clairsemé de corps célestes isolés dérivant dans le vide. Il regorge de corps célestes. La force particulière de la contribution de Webb ne réside pas seulement dans la vaste quantité de galaxies qu'il découvre, mais dans les données détaillées qu'il recueille de chacune d'elles. Webb ne se contente pas d'identifier des points lumineux, il mesure leurs teintes à travers les spectres infrarouges, permettant aux astronomes de calculer les distances, les masses, les taux de formation d'étoiles et les âges approximatifs. Par conséquent, chaque galaxie sert d'entrée de données dans un immense registre chronologique. Alors que les chercheurs commençaient à compiler ces entrées de données, un schéma distinct est apparu, théorisé depuis de nombreuses décennies mais jamais observé avec une telle précision. Les galaxies ne sont pas dispersées au hasard, au lieu de cela, elles se regroupent, elles s'orientent, dessinant des formations colossales à travers l'espace, créant des filaments étendus s'étendant sur des dizaines et des centaines de millions d'années-lumière. Ces structures filiformes convergent dans des points concentrés, servant de site pour la formation d'amas de galaxies, tandis que d'immenses zones les séparant sont presque dépourvues de matière. Cet arrangement est appelé la toile cosmique. Les télescopes précédents en avaient offert des aperçus, mais Webb la révèle désormais pleinement. Il met en lumière des groupes entiers de galaxies poussiéreuses, auparavant invisibles, reliant soudainement les vides et les filaments qui semblaient autrefois déconnectés. Le réseau cosmique apparaît ininterrompu, complexe et indéniable. Cet arrangement sert un but au-delà de la simple ornementation. Il sert de récit du développement de l'univers après le Big Bang. La matière était répartie de manière presque uniforme dans l'espace, avec de minuscules fluctuations de densité établies lors des phases initiales du cosmos. Les zones possédant une densité marginalement plus élevée exerçaient une attraction gravitationnelle légèrement plus puissante. Progressivement, la matière a migré vers ces zones, intensifiant ainsi les disparités. Une comparaison utile peut être faite avec les précipitations sur des paysages irréguliers. L'eau ne descend pas exclusivement dans les rivières. Elle tombe partout, mais la force gravitationnelle l'attire vers le bas, sculptant des conduits et des dépressions tout en laissant les zones élevées assécher. Finalement, une topographie organisée prend forme. Dans le cosmos, les forces gravitationnelles ont rempli une fonction identique. La matière a gravité vers ces filaments et nœuds, épuisant ainsi les zones adjacentes et créant d'immenses espaces vides. Les découvertes de Webb indiquent que ce phénomène a commencé dans l'univers primitif. Des formations filiformes, s'étendant sur des dizaines de millions d'années-lumière, étaient déjà présentes lorsque le cosmos n'avait que quelques milliards d'années. Certaines structures présentent un degré d'organisation étonnant pour leur époque, ce qui incite à réévaluer les théories concernant la vitesse à laquelle la matière peut s'auto-organiser sur de si immenses dimensions. Un exemple particulièrement notable est une chaîne galactique s'étendant sur plus de 10 millions d'années-lumière, identifiée dans l'univers naissant. De nombreuses galaxies sont situées le long d'un filament solitaire, liées entre elles comme des perles sur un fil cosmique. Un certain nombre de ces constituants les plus massifs ont cessé de former des étoiles, une condition atypique pour une époque aussi précoce. Cela implique que l'environnement est crucial, les galaxies se développant dans des zones concentrées progressent différemment de celles en isolement. De nombreuses interactions et fusions accélèrent leur stade de développement. Le matériau gazeux est rapidement épuisé, ce qui peut entraîner une cessation précoce de la création d'étoiles. Webb a permis aux astronomes de localiser d'innombrables regroupements de galaxies et amas naissants tout au long de l'histoire cosmique. En comparant des assemblages à différentes distances, les chercheurs peuvent observer efficacement l'évolution de la structure, des petites associations galactiques aux amas colossaux visibles aujourd'hui, se déroulant sur des éons. Une telle perspective ininterrompue était auparavant inaccessible. Néanmoins, malgré toute cette concentration et cet ordre, le cosmos est également caractérisé par son vaste vide. D'immenses espaces vides, s'étendant sur des dizaines à des centaines de millions d'années-lumière et contenant extrêmement peu de galaxies, sont situés entre les fils du réseau cosmique. Ces vastes zones vides sont loin d'être de simples interstices. Ces entités occupaient la grande majorité du volume de l'univers. Si vous étiez situé au cœur de l'une d'elles, regardant dans n'importe quelle direction, vous percevriez une étendue d'obscurité s'étendant sur des dizaines de millions d'années-lumière avant de rencontrer la galaxie la plus proche. De vastes zones cosmiques restent dépourvues de matière accumulée uniquement parce que les forces gravitationnelles ont attiré cette matière vers d'autres endroits. Les photographies en champ profond de Webb illustrent de manière frappante ce contraste saisissant.
Des amas compacts de galaxies émergent à côté de vastes étendues vides qui ne contiennent pratiquement rien. Le cosmos est donc à la fois densément peuplé et largement vacant. Cette double nature modifie fondamentalement les perspectives astronomiques sur l'échelle cosmique. L'énumération des galaxies dépasse la simple tabulation d'objets, elle implique désormais de comprendre leur arrangement spatial, leur tendance à s'agglomérer, et les immenses vides qui les séparent. Lorsque les astronomes extrapolent les observations en champ profond de Webb pour englober l'intégralité de la sphère céleste, les chiffres changent considérablement. La quantité totale de galaxies au sein du cosmos observable pourrait ne pas se limiter à des centaines de milliards. Au lieu de cela, elle pourrait atteindre des milliers de milliards. Une telle augmentation a des ramifications importantes. Un nombre accru de galaxies se traduit par une plus grande abondance d'étoiles, ce qui signifie à son tour un nombre plus élevé de systèmes planétaires. Une plus grande quantité de planètes offre alors plus de voies pour l'émergence de développements complexes. Le cosmos s'étend au-delà des simples dimensions physiques, il s'enrichit également en potentiel. Cependant, même cette immensité est confinée uniquement à l'univers observable. Cela fait référence à l'étendue cosmique d'où les photons ont pu voyager jusqu'à nous depuis l'aube de l'univers. Au-delà de cette démarcation, l'espace persiste et la structure cosmique perdure. Les galaxies persistent dans leur formation et leur évolution en réseaux complexes. Les champs profonds de Webb offrent des indices sur ce phénomène, en démontrant que même près des limites de notre capacité d'observation, le cosmos maintient une densité élevée d'objets. Il n'existe aucune indication d'une diminution de la densité à mesure que l'on s'approche d'une limite, une notion qui provoque une réflexion troublante. Si la réalité est si peuplée dans le segment accessible à notre observation, alors l'ampleur réelle de tout ce qui se trouve au-delà pourrait dépasser de loin même nos projections les plus généreuses. Tenter de quantifier l'incommensurable ne donne pas un total définitif, cela expose plutôt l'incomplétude profonde de notre point de vue. Webb n'a pas achevé l'inventaire cosmique, au lieu de cela, il a démontré qu'une telle énumération pourrait être perpétuelle. De plus, ce que nous considérions auparavant comme presque finalisé n'était peut-être que la phase initiale. Superficiellement, le cosmos semble simple à quantifier. L'événement du Big Bang a eu lieu il y a environ 13,8 milliards d'années, les photons se propagent à une vitesse invariable. Il semble intuitif de supposer que les entités observables les plus éloignées devraient être situées à environ 13,8 milliards d'années-lumière. Cependant, cette intuition particulière s'avère profondément trompeuse. La portion de l'univers accessible à notre observation est considérablement plus vaste que ne l'impliquerait son âge chronologique. Son étendue radiale ne mesure pas 13,8 milliards d'années-lumière, mais plutôt environ 46 milliards d'années-lumière, ce qui donne un diamètre total d'environ 93 milliards d'années-lumière. Ce chiffre n'est ni une simple conjecture ni un artifice linguistique, il découle directement du comportement intrinsèque de l'espace lui-même. Le malentendu provient de notre conceptualisation du mouvement. Aucune entité ne peut traverser l'espace à une vitesse supérieure à celle de la lumière, et ce principe fondamental reste valable. Aucune galaxie ne viole de contraintes de vitesse universelle, ni aucun signal ne dépasse les lois de la physique. Au contraire, le cosmos s'étend d'une manière plus discrète et considérablement plus énigmatique. Le tissu de l'espace lui-même subit une expansion. Lorsque les astronomes affirment que les galaxies lointaines s'éloignent de notre point de vue, il est tentant de les visualiser se propulsant vers l'extérieur comme des fragments d'un événement explosif. Cependant, à des échelles plus vastes, les galaxies ne se déplacent pas à travers le cosmos depuis une origine centrale. Au lieu de cela, elles sont séparées à mesure que l'espace intermédiaire s'étend. Une comparaison simple aide à comprendre cela. Imaginez des points marqués sur l'extérieur d'un ballon. Lorsque le ballon se gonfle, chaque point s'éloigne de tous les autres, non pas parce que les points glissent sur la surface, mais parce que la surface elle-même s'agrandit. Aucun point unique n'occupe le centre, aucun n'a un statut unique, chaque point observe tous les autres s'éloigner. Le cosmos fonctionne de manière très similaire. Au moment où une galaxie lointaine a émis la lumière que nous percevons actuellement, elle était considérablement plus proche de nous que son emplacement actuel. Pendant des éons, alors que cette lumière voyageait vers la Terre, l'étendue nous séparant de la galaxie n'a cessé de croître. À l'arrivée de la lumière, la galaxie d'où elle provenait avait été transportée des dizaines de milliards d'années-lumière plus loin. Cela explique pourquoi nous pouvons observer des galaxies dont l'illumination voyage depuis plus de 13 milliards d'années, bien que leur séparation actuelle soit bien plus grande que 13 milliards d'années-lumière. La lumière ne traverse pas une étendue immuable, elle progresse à travers une distance qui s'allonge à mesure qu'elle voyage. Essentiellement, la lumière opère sur un tapis roulant universel.
Au premier stade du cosmos, son expansion était plus lente, permettant à la lumière d'avancer de manière constante. Avec le temps, cette expansion s'est accélérée, allongeant les distances à un rythme croissant. Certains photons ont réussi à nous atteindre parce qu'ils ont commencé leur voyage suffisamment tôt, d'autres n'y parviendront jamais. Cela établit une démarcation, ni une barrière ni une limite, mais une frontière, l'horizon universel. L'horizon universel désigne l'étendue de ce qui peut être perçu de notre point de vue, compte tenu de l'âge fini du cosmos et de la façon dont l'espace s'étend au-delà de ce point. La lumière ne nous atteint pas par manque de temps, mais parce que la région qu'elle doit traverser s'étend plus rapidement que la lumière ne peut la parcourir. C'est là que réside l'aspect troublant de l'immensité de l'univers. L'espace ne se termine pas à l'horizon universel, nous le comprenons, car le cosmos apparaît fondamentalement uniforme. De tous les points de vue, nous remarquons que la quantité de galaxies ne diminue pas vers une limite. La subtile lueur résiduelle du cosmos naissant se présente presque uniformément à travers les cieux. Une telle cohérence serait difficile à expliquer si l'espace cessait brusquement juste au-delà de notre ligne de mire. Ainsi, l'univers s'étend au-delà de notre perception, mais il le fait d'une manière qui en dissimule perpétuellement une partie significative. Au-delà de l'horizon visible, les galaxies persistent, les étoiles continuent de se former et de s'éteindre, et les trous noirs fusionnent. Des récits universels complets se développent dans des zones qui ne nous affecteront jamais et ne pourront jamais être affectées par nous. Aucune transmission de ces lieux n'arrivera jamais sur Terre, non pas en raison des limitations de notre équipement, mais parce que l'espace-temps lui-même empêche l'arrivée des données. Ce qui est encore plus étrange, c'est que cette démarcation n'est pas statique. Avec la progression du temps, l'univers perceptible s'étend à mesure que la lumière provenant de zones plus éloignées a eu plus de temps pour atteindre notre emplacement. La frontière s'étend progressivement vers l'extérieur. Parallèlement, l'expansion du cosmos s'accélère, ce qui entraîne un allongement des distances plus rapide qu'auparavant. Ces deux phénomènes s'affrontent. Le résultat est un cosmos où certaines entités deviennent visibles pendant une courte période, pour ensuite disparaître de notre portée de manière permanente. Les galaxies actuellement à notre vue ne sont pas assurées de rester observables. Leur illumination continue de s'allonger, se transformant en longueur d'onde étendue, devenant plus faible et plus diffuse avec le temps. De notre point de vue, ces galaxies semblent suspendues à un instant précis de leur passé. Nous les percevons dans leur état passé, et non dans leur transformation en cours. Leur développement ultérieur, leur fusion, leurs altérations et leur destin ultime pourraient être des données qui ne nous parviendront jamais. Ce n'est pas un concept théorique lointain. C'est une conséquence directe des taux d'expansion observés. Si l'univers maintient son comportement actuel, alors dans environ 100 milliards d'années, toutes les galaxies au-delà de notre zone localement liée par la gravité passeront au-delà de l'horizon cosmique. Les observateurs dans un futur lointain percevraient un cosmos composé uniquement d'un petit amas de galaxies proches, enveloppées dans l'obscurité. Ils pourraient ne jamais savoir que quoi que ce soit d'autre ait jamais existé. Cela modifie la définition même de l'observation. Le cosmos observable n'est pas l'intégralité de l'univers, il est plutôt le segment de l'univers visible depuis notre point d'observation actuel à ce moment précis du temps cosmique. Si l'on se déplaçait vers une autre galaxie, le cosmos observable se transformerait, de nouvelles régions apparaîtraient, tandis que d'autres reculeraient au-delà de l'horizon visible. Chaque emplacement spatial établit sa propre sphère observable unique, cela donne lieu à des implications particulières mais inéluctables. Il est possible que deux galaxies soient simultanément visibles depuis la Terre, mais incapables de s'observer mutuellement. C'est parce qu'elles pourraient résider de part et d'autre de notre horizon cosmique. Alors que la lumière des deux atteint notre position, la lumière de l'une ne peut jamais traverser la distance jusqu'à l'autre. De leur point de vue respectif, la Terre elle-même pourrait potentiellement être située au-delà de leur propre horizon cosmique. Il n'existe pas de point de vue unique et avantageux, pas de position centrale, pas d'emplacement d'où l'intégralité du cosmos est simultanément visible. Chaque observateur occupe le cœur de son univers observable unique, circonscrit par les limites imposées par l'expansion cosmique et le passage du temps. Cela souligne l'importance de s'aventurer plus loin dans l'espace. Chaque nouvelle découverte faite près de l'horizon, cela représente plus que la simple découverte d'une galaxie supplémentaire. Cela signifie une rencontre avec les limites même de la compréhension humaine. Les structures galactiques observées, à d'immenses distances, ne sont plus situées au point où leur lumière émise a pris naissance. Elles ont considérablement reculé pendant le voyage de cette lumière. Nos observations révèlent une trace historique, plutôt qu'une position actuelle. Ce qui nous devient visible n'est pas la réalité présente, c'est un reflet de ce qui fut.
Au-delà de l'horizon visible s'étend le cosmos inobservable. Ce sont des zones qui pourraient abriter des structures aussi riches et complexes que celles que nous voyons. Certains modèles cosmologiques proposent un univers infini. Inversement, d'autres théories le postulent comme fini, mais immensément vaste. Dans tous les cas, le cosmos visible ne constitue presque certainement qu'un segment de l'ensemble. Le télescope spatial James Webb n'a pas dévoilé la limite de l'univers, il a plutôt démontré l'absence de toute limite accessible. Ce qui existe n'est qu'un horizon en constante évolution, et une réalité s'étendant bien au-delà de tout ce que la lumière pourrait jamais nous transmettre. Au cours du XXe siècle, la compréhension cosmologique était fondée sur une prémisse simple. Le cosmos a pris naissance avec le Big Bang, puis s'est étendu vers l'extérieur, la gravité commençant rapidement ses efforts pour décélérer cette expansion. La question primordiale non résolue ne concernait pas la pertinence de la gravité, mais plutôt son triomphe ultime. L'univers continuerait-il son expansion éternelle, se dissipant dans l'obscurité, ou la gravité inverserait-elle un jour ce processus, ramenant toute la matière à un état unifié? Chaque itération de cette discussion opérait sous la même présomption, que la gravité dominait. Cette prémisse n'a pas résisté à l'examen observationnel. Vers la fin des années 1990, les astronomes ont commencé des investigations sur des détonations stellaires lointaines. Désignés sous le nom de supernovae et de type Ia, ces phénomènes se produisent lorsqu'une étoile naine blanche atteint une masse critique et explose ensuite. Chaque événement produit une explosion possédant une luminosité intrinsèque presque identique. En raison de cette uniformité remarquable, les supernovae de type Ia servent d'indicateurs fiables de distance cosmique. Les astronomes déterminent la distance de ces explosions en observant leur luminosité apparente depuis la Terre. Lorsque cette distance est combinée à la vitesse de récession de sa galaxie hôte, l'histoire de l'expansion de l'univers commence à s'éclaircir. Les données ont révélé une vérité frappante, les supernovae lointaines apparaissaient plus faibles que prévu. Leurs galaxies associées étaient situées à une distance plus grande que celle prédite, en supposant que l'expansion cosmique décélérait sous l'effet de la gravité. L'univers ne ralentissait pas, au contraire, son accélération augmentait avec la distance d'observation. Ce schéma devenait de plus en plus évident, l'expansion n'avait pas seulement persisté depuis le Big Bang, elle avait gagné en vitesse pendant des éons. Une force inconnue éloignait l'espace, surmontant l'influence de la gravité à grande échelle. Pour expliquer ce phénomène, la cosmologie a dû incorporer un nouvel élément dans ses calculs, l'énergie sombre. L'énergie sombre est imperceptible par observation directe, elle n'émet, ne réfléchit ni n'absorbe la lumière. Elle ne s'agrège pas non plus en corps célestes comme les étoiles, les planètes ou les galaxies. Sa présence est déduite uniquement de son impact sur l'espace, un effet qui régit l'univers. Les données suggèrent que l'énergie sombre constitue environ 70% de la composition énergétique globale du cosmos. La matière ordinaire, englobant toutes les entités connues des atomes aux galaxies, représente moins de 5%, tandis que la matière noire constitue la majorité de ce qui reste. L'univers observable ne représente qu'une petite fraction de sa propre histoire. Ce qui rend l'énergie sombre particulièrement déroutante est son comportement à mesure que le cosmos grandit. La matière conventionnelle devient moins dense à mesure que l'espace s'étend. Si le volume spatial double, la densité de la matière est divisée par 2. Le rayonnement électromagnétique se dissipe à un rythme encore plus rapide. L'énergie sombre, cependant, défie ce principe. Sa concentration semble rester uniforme malgré l'expansion spatiale. Par conséquent, à mesure que l'univers s'étend, la quantité totale d'énergie sombre augmente. Un espace accru génère de l'énergie sombre supplémentaire, ce qui à son tour propulse une expansion plus rapide, menant à encore plus d'espace. Cela forme un cycle subtil d'auto-renforcement. Pendant les premiers milliards d'années suivant le Big Bang, la matière a dominé le cosmos. La gravité a façonné son architecture, rassemblant la matière en galaxies, amas et filaments cosmiques. L'expansion cosmique a persisté, mais elle a quelque peu décéléré en raison de l'opposition gravitationnelle. Il y a environ 5 milliards d'années, cet équilibre a changé. La matière étant progressivement dispersée par l'expansion, l'énergie sombre a ensuite surpassé sa dominance. L'expansion a commencé à s'accélérer, et l'effet de la gravité à plus grande échelle a commencé à diminuer. Le cosmos est entré dans une ère différente. Bien que le télescope spatial James Webb ne puisse pas observer directement l'énergie sombre, ses signes révélateurs sont omniprésents.
Webb observe ces effets dans le décalage vers le rouge significatif de la lumière ancienne, l'immensité de l'univers visible, et la façon dont les galaxies lointaines s'estompent et s'éloignent. L'impact de l'énergie sombre est évident à travers les cieux. Sans l'énergie sombre, l'univers serait considérablement plus compact, la frontière cosmique serait située beaucoup plus près. De plus, de vastes zones de l'espace actuellement visibles pour nous seraient restées invisibles. L'énergie sombre n'influence pas seulement le présent, elle dicte ce qui est à venir. Si l'énergie sombre maintient sa cohérence, comme l'indiquent les données actuelles, alors l'expansion persistera indéfiniment. La gravité continuera de lier les amas de galaxies, mais tout ce qui se trouve au-delà se séparera lentement. Dans des milliers de milliards d'années, à mesure que les horizons cosmiques seront traversés individuellement, les observateurs situés dans une galaxie semblable à la Voie lactée percevraient un univers peuplé uniquement d'étoiles proches et de peu d'autres. La vaste toile cosmique disparaîtrait entièrement de leur vue. Les indicateurs même du Big Bang se dissiperaient, leur longueur d'onde s'allongeant à un point indétectable. Le cosmos continuerait d'exister, mais il semblerait presque vide. Ce fait seul serait troublant, mais Weber a mis en lumière un problème encore plus important. Lorsque les scientifiques mesurent la vitesse d'expansion actuelle de l'univers, ils n'arrivent pas à un chiffre unifié. Deux résultats distincts émergent. Une technique étudie le passé lointain, analysant le fond diffus cosmologique, qui est la faible lueur résiduelle de l'époque où l'univers avait environ 380 000 ans. À partir des motifs délicats de ce rayonnement, les scientifiques déduisent une vitesse d'expansion d'environ 67 km/s par mégaparsec. La seconde approche examine l'univers local, les astronomes déterminent les distances aux galaxies en utilisant des étoiles variables et des supernovae de type EIA, puis corrélant ces distances avec la vitesse à laquelle les galaxies s'éloignent. Cette méthodologie donne systématiquement une valeur numérique plus élevée. Enregistrant environ 73 km/s par mégaparsec, les deux séries de mesures sont très précises. Elles ont chacune été reproduites et soumises à un examen rigoureux, mais elles ne concordent pas. Cette divergence est appelée la tension de Hubble, et elle représente l'une des fissures les plus critiques de la cosmologie contemporaine. Le taux d'expansion cosmique dicte l'âge de l'univers, son étendue spatiale et son destin final. Si notre compréhension de cela est incorrecte, de nombreuses conclusions atteintes au cours de plusieurs décennies pourraient nécessiter une réévaluation. Le télescope spatial James Webb devait aider à atténuer cette tension en améliorant les mesures de distance, en particulier celles impliquant des étoiles utilisées pour calibrer les échelles cosmiques. Inversement, les observations de Webb ont validé le taux d'expansion plus élevé. La divergence, loin de diminuer, s'est accentuée. Ce développement laisse le domaine de la cosmologie face à des scénarios inconfortables. Une faille indétectée pourrait être dissimulée dans les données. Nos hypothèses fondamentales sur le cosmos primitif pourraient être incomplètes, ou de nouveaux principes physiques, encore à découvrir, pourraient être en jeu. Une hypothèse spécifique postule que l'énergie sombre n'est pas vraiment invariante, mais que sa puissance varie tout au long de l'histoire cosmique. Une autre alternative suggère que l'univers primitif fonctionnait différemment de nos suppositions actuelles, laissant derrière lui de subtils vestiges qui continuent d'affecter l'expansion contemporaine. Chacun de ces scénarios potentiels a de lourdes implications. Si l'énergie sombre subissait une transformation, l'état futur de l'univers pourrait apparaître nettement différent de ce qui est actuellement anticipé. Dans des scénarios particulièrement drastiques, l'énergie sombre pourrait se renforcer progressivement, finissant par vaincre la gravité même à des échelles plus localisées. Dans les interprétations les plus extrêmes de ce concept, l'expansion ne cesserait pas simplement avec la séparation des galaxies. Les amas galactiques seraient fragmentés et les galaxies, elles-mêmes, se désintégreraient. Dans le futur le plus lointain, même les atomes pourraient être déchirés lors d'un événement parfois appelé le Big Rip. Les preuves existantes ne soutiennent pas ce résultat spécifique, bien qu'une certaine incertitude persiste. Ce qui est déjà évident, c'est la dominance omniprésente de l'énergie sombre à travers le cosmos. Elle dilate le tissu même de l'espace, obscurcissant d'immenses portions de la réalité au-delà de toute limite observable. Elle dicte ce que les futurs observateurs pourront percevoir, et ce qui restera à jamais au-delà de leur connaissance. Elle explique que l'univers observable s'étend sur près de 93 milliards d'années-lumière. Elle est aussi la cause sous-jacente de la majeure partie de la réalité restant perpétuellement hors de portée, non seulement en raison de contraintes technologiques, mais fondamentalement. Pourtant, l'énergie sombre à elle seule ne peut pas expliquer entièrement l'univers que nous observons actuellement.
C'est parce que, bien qu'elle provoque l'expansion de l'espace à de plus grandes échelles, une force différente doit être responsable de l'attraction de la matière à de plus petites échelles. Quelque chose doit faciliter la formation des galaxies, empêchant leur dispersion dans un vide uniforme. Cette force particulière est également invisible, tout aussi énigmatique, et tout aussi cruciale pour comprendre comment la structure peut perdurer dans un univers qui est implacablement déchiré. Nous devons nous concentrer sur le cadre invisible qui maintient l'intégrité galactique, une architecture invisible qui façonne subtilement tout ce que nous percevons. Si l'énergie sombre dicte l'expansion de l'univers, alors la matière noire gouverne sa cohésion interne. Sans son existence, le cosmos observé à travers le télescope spatial James Webb manquerait de toute structure discernable. Les galaxies ne se seraient pas agglomérées, et les amas se seraient dispersés. Les vastes motifs esquissés à travers le cosmos ne se seraient jamais manifestés. La matière noire n'est pas lumineuse. Elle n'absorbe pas la lumière et n'émet aucune forme de rayonnement que nous puissions percevoir directement. Néanmoins, elle surpasse toute la matière visible en masse dans un rapport de plus de 5 contre 1, constituant environ 85% de la matière totale de l'univers. Ceci constitue la matière noire, tandis que toute la matière conventionnelle, étoiles, planètes, gaz, poussière et êtres humains, ne forment qu'une fraction mineure. Ce qui nous apparaît n'est pas le cadre fondamental lui-même, mais plutôt l'extérieur éclairé de quelque chose de plus profond. Les premières indications de la matière noire sont apparues bien avant l'avènement des télescopes modernes. Les astronomes ont observé des galaxies présentant des comportements qui contredisaient les prédictions établies.